Dans les années 1970 est débutée ce qui sera l'une des plus longues études sur le bonheur jamais réalisées. Cette étude, elle va étudier plusieurs centaines d'individus sur plusieurs décennies. Et la principale question auxquelles les chercheurs ont cherché à répondre, c'est d'identifier les déterminants de la bonne santé et du bonheur. Aujourd'hui, on va se plonger dans cette étude, comprendre comment elle a été faite, les leçons qu'on peut en tirer, qui sont assez édifiantes, vous allez voir, et comment nous, on peut essayer de les mettre en pratique dans notre quotidien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie et je m'intéresse au sens large à tout ce qui est bien-être, développement personnel, productivité, etc. Donc l'étude en question, c'est une étude qui a été designée par l'université d'Harvard et qui a débuté dans les années 1970. Le principe de l'étude était simple, chercher à étudier le développement de l'adulte et comprendre les déterminants de ce qui faisait que quand on est une personne âgée, on soit à la fois en bonne santé physique mais aussi morale, qu'on soit heureuse. Pour ça, 2 groupes de jeunes hommes ont été sélectionnés et seront suivis tout au long de leur vie. Les uns sortant tout juste de l'université d'Harvard, donc faisant partie d'un milieu socio-économique plutôt aisé, et les autres, au contraire, faisant partie d'un milieu défavorisé dans un quartier pauvre de Boston. L'idée, en prenant ces 2 groupes d'individus, c'était d'étudier si le niveau socio-économique avait un rôle dans le bonheur et la santé physique des personnes âgées. Au total, c'est donc plus de 700 hommes qui seront suivis tout au long de leur vie, et aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont encore vivants. Les chercheurs ont réalisé plein d'analyses sur ces individus. Ils les ont interviewés régulièrement, ils leur ont posé beaucoup de questions. Ils leur ont fait passer des tests sanguins, des scanners cérébraux. Ils ont également récupéré et étudié leur dossier médical auprès de leur médecin. Et tout ça dans le but de déterminer, encore une fois, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont en bonne santé et sont heureuses. Encore aujourd'hui, les individus encore vivants sont contactés tous les 2 ans pour leur poser des questions sur leur vie personnelle, sur est-ce qu'ils se sentent heureux, est-ce qu'ils se sentent entourés, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, cette étude, elle a plus de 50 ans et elle est encore en cours. Donc c'est une des plus longues études réalisées en recherche. Et il y a eu plusieurs directeurs qui ont encadré cette étude, dont l'actuel est le 4e directeur qui est Robert Waldinger. Robert Waldinger, des résultats de cette étude, il en a fait une conférence TED et il a écrit un livre qui s'appelle The Good Life. Ce qui nous amène aux leçons qu'on peut tirer pour nous, pour notre quotidien, de cette étude titanesque. Et en fait, il a été identifié que l'un des principaux déterminants de la bonne santé et du bonheur chez les personnes à un âge avancé tient en 2 mots, ce sont les relations sociales. Ainsi, la première conclusion que les auteurs ont tirée de cette étude, c'est que les relations sociales sont bonnes pour nous, sur le plan à la fois de la santé physique et du bonheur, et que, à l'inverse, la solitude a tendance à nous tirer vers le bas. Ainsi, ils ont retrouvé que les personnes, quel que soit leur milieu social, qui étaient plus connectées à leurs amis, à leur famille, à leur communauté, avaient tendance à être plus heureux, à être en meilleure santé physique et à vivre plus longtemps. À l'inverse, les personnes qui expérimentaient plus de solitude avaient tendance à être moins heureuses, leur santé déclinait plus vite au cours de leur vie, leur fonctionnement cérébral aussi, et ils vivaient de manière générale moins longtemps. Ainsi, Robert Waldinger explique que ce n'est absolument pas notre niveau de cholestérol à 50 ans qui va déterminer notre bonne santé à 80 ans. En réalité, les chercheurs ont retrouvé que c'étaient les personnes qui étaient le plus heureuses dans leurs relations à l'âge de 50 ans, qui étaient en meilleure santé à l'âge de 80 ans. Il semblerait ainsi que des relations sociales qui soient proches et qualitatives nous protègent des affres de la vieillesse. Ensuite, la deuxième conclusion que les auteurs ont pu tirer de l'étude, c'est que, en vérité, ce n'est pas une question de quantité de relations. La qualité de notre bonheur ne dépend pas du nombre d'amis qu'on a, ou du fait qu'on soit en couple ou pas. Ça dépend beaucoup plus de la qualité des relations sociales qu'on a. Ça signifie que vivre au sein de relations sociales saines, que ce soit dans notre couple, parmi nos amis ou notre communauté, est protecteur, à la fois sur le plan physique et mental. À l'inverse, évoluer au sein de conflits est mauvais pour notre santé.
Et Robert Waldinger explique qu'ils ont également retrouvé que le ressenti de la douleur physique est différent selon que l'on soit dans une relation où on est heureux ou une relation où on est malheureux. Si on est dans le premier groupe, une relation où on est heureux, eh bien, il s'avérerait que la douleur physique n'a pas tant d'impact que ça sur le moral. En revanche, si on est dans le second groupe, dans une relation où on est malheureux, là, la douleur physique est magnifiée justement par le caractère dysfonctionnel de la relation. Enfin, la troisième conclusion que les auteurs ont identifiée, c'est que maintenir de bonnes relations sociales est protecteur à la fois sur notre santé physique, mais aussi sur notre fonctionnement cérébral. Ils ont retrouvé que le fait d'être à un âge avancé dans une relation sociale où on se sent en sécurité fait que nos souvenirs resteraient plus longtemps et seraient plus précis. Contrairement à une relation dysfonctionnelle où justement les personnes auraient tendance à expérimenter un déclin cognitif précoce. Et Robert Waldinger insiste sur le fait que quand il entend qualité de la relation, il entend surtout une relation sociale où on se sent en sécurité par rapport à l'autre. Donc il explique que quelquefois ils avaient des couples qui se chamaillaient toute la journée, mais qui savaient qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Et au final, dans leurs souvenirs, les arguments qu'ils avaient quotidiennement ne prenaient presque aucune place. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce qu'on peut appliquer à notre quotidien de cette étude? Eh bien tout d'abord que les relations sociales sont bonnes, à la fois pour notre santé physique et mentale, mais aussi pour notre bonheur. Mais il s'agit beaucoup plus d'une question de qualité de la relation que de quantité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir dès maintenant au quotidien en fait. Soigner la qualité de nos relations. Sélectionner les gens qui comptent pour nous, avec lesquels on se sent en sécurité. Et ces leçons, c'est pas des leçons qui sont nouvelles, mais pourtant on a tendance à facilement les oublier. L'une des explications à ce biais mémoriel, selon Robert Waldinger, c'est que entretenir des relations sociales qualitatives, c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable. Et surtout, en fait, c'est un travail de toute une vie. Alors bien sûr, cette étude a des limites. La première, c'est que n'ont été étudiés que des hommes dans cette première partie d'étude. Et des hommes qui plus est américains. Il y a une deuxième étude qui est en cours, qui est en fait le prolongement de la première, où les chercheurs ont inclus les compagnes des personnes qui avaient été interviewées à la première étude, ainsi que leurs enfants. Donc il faut manier les conclusions de cette étude et leur généralisation à tous les types de populations et tous les sexes avec précaution. Si vous voulez regarder la conférence TED, je vous mets le lien en description de la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur le plan du bien-être, du développement personnel, de la productivité, n'hésitez pas à suivre ma newsletter. Sur ce, nous on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!